Salut la France, est-ce que vous allez bien? Fou ça, c'est pas du tout pareil que pendant le GP Explorer, c'est fou ça. Les gars, moi quand je criais ça, il y avait 40 000 spectateurs qui étaient debout, qui criaient. Ça tapait des pieds. 1 million les gars, 1 million. Honnêtement, je sais même pas par où commencer ce live. Tellement il y a de choses à dire, tellement ce que j'ai vécu est exceptionnel, tellement l'événement en lui-même était exceptionnel, ça va être très chaud. Vos retours sur le live étaient ouf. En fait, tout le vécu de cet événement, après l'événement, encore aujourd'hui, enfin c'est incroyable. Bon les gars, on va revenir sur ce Grand Prix Explorer. Déjà pour vous expliquer un petit peu le live de ce soir. On a repris l'interface qu'on a adaptée. Vous avez vu qu'on avait fait une précédente vidéo qui s'appelait Qui va gagner le Grand Prix Explorer. Si tu reprends la vidéo, tu verras qu'on n'avait pas complètement tort. Je peux te dire que les prédictions étaient quand même pas mauvaises. On va reprendre le format qu'on avait fait, et donc cette fois-ci on a actualisé, on a appelé ça le bilan, et quand on clique sur notre petit logiciel, qu'est-ce qui se passe? On reprend ça vite fait. On reprend ça vite fait. Sylvain Despiello-Etienne, ça c'est pas maintenant que je l'ai mis. Ça c'était prédit. Ça c'était prédit il y a 2 mois. C'était prédit après 3 jours d'entraînement. Après on avait mis qui? On avait mis Xari, le bouseux, Squeezie, Pierre. Si Xari et Pierre s'étaient pas accrochés, on était bon. Après on avait mis quoi? On avait mis Valous, Prime, Amixem avec marqué sûrement entendu se le passer en croyant dans le pouvoir de Prime, de Valous, etc. Je pense qu'on est pas trop mal. Et après tout le peloton. Du coup on est reparti de ce constat là. Et du coup on a adapté maintenant et on va classer tous les pilotes du Grand Prix Explorer dans le bilan, dans 3 nouvelles catégories. Ah oui quand même, statu quo et bah alors. Ah oui quand même, les gens qui nous ont surpris. Mais alors c'est pas les gens qui nous ont surpris de manière globale, c'est par rapport au premier classement qu'on avait fait, pour voir si par rapport au classement que j'avais fait en disant bah lui il y a du potentiel, lui machin etc, si il m'a surpris, s'il est arrivé beaucoup plus haut que ce que je pensais, si pas du tout. C'est-à-dire que bah c'est un statu quo. C'est-à-dire que par exemple j'avais dit Despiello ça allait être bien, bah Despiello ça a été bien. Et bah alors c'est grosso modo la déception. Pilote que j'avais classé haut dans le classement. Et bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, donc c'est vraiment pas en termes de performance. C'est pas le premier qui va être ah oui quand même et le dernier qui va être dans bas alors. C'est pas du tout en termes de performance, c'est vraiment en termes de prédiction par rapport à ce que j'avais prévu sur la première vidéo avec les petites surprises qu'on a pu avoir. Et après il y aura 2 prix spéciaux. Les 2 prix spéciaux seront la révélation, décerné à un ou une pilote, et le plus beau déplacement, décerné à un ou une pilote. On va également revenir sur les différents sujets on va parler de vous. Parce que les gars, vous avez été fous. On va revenir sur la question qu'on a pu voir passer. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal pour le sport automobile? On va revenir sur la préparation d'event. Comment l'event a été préparé. Je vais vous partager mon expérience. Comment le casting a été fait. Quelle a été la préparation. Je vais vous expliquer aussi ce que ça fait de se retrouver aux commandes d'un live d'1 million de viewers. Je me suis retrouvé aux commandes d'un live d'1 million de viewers, ça c'est un truc de malade. On va revenir sur le coût de l'événement. Et alors les gars, ce live est en partenariat. Vous avez vu sur Grand Prix Explorer, il y a eu pas mal de sponsors. Il y a eu même beaucoup de sponsors. Et il y avait un sponsor qui était lié au Grand Prix Explorer que vous n'avez pas forcément vu énormément, qui est Les Furets, et qui me fait le plaisir de m'accompagner sur toute ma participation au Grand Prix Explorer, également dans le live de ce soir et sur YouTube. Donc un grand merci à eux. Les Furets, vous connaissez, vous avez l'habitude de voir des jingles à la télé et desfurets.com. Et du coup Les Furets c'est un comparateur d'assurance, et le concept c'est que bah, vraiment ça te permet de comparer les assurances comme l'on l'indique, de trouver une assurance qui répond à tes besoins. Donc c'est très simple d'accès, ça te permet de faire des économies. Tu vas sur le site Les Furets, tu as un formulaire à remplir avec tes besoins, donc tu dis ce que tu as besoin. Est-ce que tu as besoin d'une assurance pour ton véhicule, donc c'est à dire auto, moto, tracteur, je sais pas, tracteur, tu vérifieras s'il y a tracteur, peut-être tracteur. Par contre il y a vélo, il y a trottinette électrique, et je vous en parlerai des vélos parce que justement c'est un truc sur lequel je suis dessus en ce moment. Donc en fait tu vas sur le site, c'est un formulaire que tu remplis en fonction de tes besoins. Là ça va comparer avec énormément d'offres qui sont présentes sur le marché, des offres qui correspondent par rapport à tes besoins. Ça va calculer les meilleures offres, et après ça va te proposer les différentes offres, et tu n'auras plus qu'à choisir entre les offres qui te seront proposé. Il n'y a pas de coût caché, il n'y a pas de loup, et donc je vous invite vraiment à le faire si vous avez pour but de changer d'assurance dans quelques domaines que ce soit habitation, voiture, transport, ça assure les voyages également. Vous avez le lien en description de la vidéo YouTube. Donc merci encore une fois à Les Furets de sponsoriser ce contenu et de m'accompagner dans cette aventure. L'événement qu'on a vécu, l'ambiance que vous avez mis, l'ambiance sur un circuit automobile, j'ai jamais connu ça. J'ai fait les 24 heures de Spa, j'ai assisté aux 24 heures du Mans,
J'ai roulé un peu partout dans le monde, au Japon, en Amérique, où tu veux si tu veux. J'ai jamais vu une ambiance comme celle qu'il y avait au Grand Prix Explorer. 37 000 personnes sur place, ça a été sold out en quelques jours et l'interaction qu'il y avait, même nous quand on était au commentary, à chaque tour, dès qu'il se passait un truc, il y avait tout le monde qui était comme des fous. Ça n'existe pas ça. T'entendais le son du public qui couvrait le son de nos voix. C'était un truc de malade mental. Donc vraiment un gros GG à vous. Et après il y avait un deuxième point que je voulais aborder mais vraiment en 20 secondes. Juste le titre d'un article. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal pour le sport automobile? Comment tu peux poser une question comme ça? Encore que tu poses la question avant l'événement. Mais l'événement, je pense que réellement il a fait fermer énormément de bouches. Va y avoir 15 crashs au départ, va y avoir 10 abandons, ça va être une mauvaise image pour le sport automobile, etc. Il y a 1 million de personnes en simultané qui ont vu un événement sur le sport automobile. Arrête de poser des questions, je te le balaye en 20 secondes. Évidemment que c'est bénéfique pour le sport automobile. Évidemment que sur 1 million de personnes, il va pas y avoir 1 million de personnes qui vont encore s'intéresser au sport automobile demain. Évidemment qu'il n'y a pas 1 million de personnes qui vont se mettre à faire du sport automobile. Évidemment tout ça. Mais si, même parmi les 1 million, ça aura fait qu'il y en a 1000 de plus qui vont regarder aujourd'hui les courses de GT, ou 10 000 de plus, ou 100 000 de plus, c'est bénéfique. Donc déjà, on peut balayer très rapidement le fait, est-ce que c'est bénéfique ou non pour le sport automobile? Oui. Pierre Gasly, dinguerie, soyez fiers. Esteban Ocon, merci à toi de mettre notre sport sous la lumière, vous avez été au top, un grand bravo. Ça c'était les messages en commentaire sous le post de Squeezie. Il y a Charles Leclerc en direct qui regardait le live. Donc il a regardé le tour de la pole de Despiello. Ça a été une course d'amateur encadrée par des pros, c'était méga cool. C'est exactement ça les gars. Ensuite je vais vous parler un petit peu de la préparation de l'événement. Donc alors déjà grosse fierté parce que j'ai appris que vraiment la sélection a été faite en grande partie par Squeezie. Dwagby également m'a mis dans le cast, donc vraiment un grand merci à eux de m'avoir sélectionné. J'ai reçu un petit message de l'agent de Squeezie qui m'a dit: écoute Romain, on aimerait bien que tu fasses le safety car. Vous savez que à l'époque, quand l'événement a été présenté, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont dit bah, qu'on comprend pas, on te voit pas dans le cast et tout. Mais évidemment, en fait, je suis pilote pro, donc étant pilote pro, je peux pas arriver et faire la course contre des pilotes amateurs. Il y aurait eu un désavantage complètement total pour les pilotes du Grand Prix et ça aurait pas été très intéressant en point de vue sportif. Par contre, à ce moment-là, avant que l'événement soit sorti, j'étais bien évidemment en contact avec eux, donc j'étais au courant que Grand Prix Explorer allait exister. Et initialement, il m'a dit: Romain, on va trouver un moyen de t'incorporer dans le process global. De fil en aiguille, j'ai une petite promotion interne de pilote de safety car. Je me suis retrouvé expert en plateau. Du coup, moi sur le plateau, j'étais avec Dwagby, avec Théodore et avec Anna. Après il y avait Yann, Code Jordan, et il y avait Kameto qui faisait les commentaries de la course en elle-même, qui était au commentaire pendant qu'il y avait les séances de qualif, d'essais libres et les courses en elles-mêmes. Dwagby je ne le connaissais pas, Théodore je ne le connaissais pas, et Anna pour le coup je la connaissais déjà parce qu'on vient du même milieu, sport automobile, streaming, etc. Donc on s'était déjà vu plusieurs fois, on a fait déjà plusieurs événements ensemble et on s'entend très bien avec Anna. Donc j'ai découvert réellement Dwagby et Théodore. Grosso modo, Dwagby c'est le présentateur, c'est lui qui a la main, donc c'est lui qui redistribue la parole, qui anime, qui lance ses sujets. C'est vraiment lui la pièce centrale de tout le live, comme vous avez pu le voir. Et Dwagby, honnêtement, j'ai déjà vu des lives, mais mec, ce qu'il fait en direct, mais c'est impressionnant. Mais quand j'ai vu préparer, qu'on a fait les réunions en amont avec toute équipe de production pour préparer ce qu'on appelle un runner, c'est-à-dire tous les sujets dont on va parler, comment ça va être lancé, les invités qu'on va avoir, quels vont être les moments, etc. Dans sa Dwagby, si tu veux, ça fuse. Il pense à des trucs, à ce moment-là, ce serait bien d'avoir ça, là, on pourrait faire ça, etc. Et réellement, le professionnalisme de Dwagby, impressionné. On a fait une discussion WhatsApp avec tous les gens du cast, Anna, Théodore, Dwagby et moi. Et Dwagby nous a demandé des conseils, parce qu'évidemment le sport automobile c'est pas son milieu de base, donc il a appris tout ça. Et il nous a demandé des conseils de sujets à aborder. Moi j'ai fait toute une liste de sujets qu'on pouvait voir en review. La préparation physique, la préparation mentale, l'équipement, la gestion d'un dépassement. Et le vendredi on a eu toute une journée où on a planifié, on a fait tout le runner. Donc on a planifié vraiment toute la journée comment ça allait se passer, les différents sujets qu'on allait aborder, les différents invités qu'on allait avoir, la répartition de la parole, le rôle de chacun, etc. Et Théodore, dans tout ça que je ne connaissais pas si ce n'est à travers quelques
TikTok que j'ai pu voir ou quelques contenus vidéo, beaucoup plus jeune. Théodore c'était un peu l'électron libre parce que le mec est ultra connu. Voilà, donc lui vraiment sa mission c'était d'être le viewer moyen, c'est-à-dire d'être vraiment à la place d'un viewer qui connaît pas le sport auto, poser des questions mais attends je comprends pas ça, et puis de réagir, de faire des blagues sur ce qu'il peut comprendre ou ne pas comprendre. Et je sais que ça a été un petit peu décrié, que Théodore il s'en est pris parfois plein la gueule, qu'il y a eu parfois quelques commentaires négatifs, mais honnêtement les gars mettez-vous juste à sa place. Le mec c'est pas du tout sa discipline, le sport automobile, et arrive sur un cast où bah t'as Anna et moi qui connaissons très bien le sport automobile, où Dwagby nous lance sur des sujets techniques en mode bah Romain qu'est-ce que tu penses de la pression des pneus etc. Et je trouve qu'il a super bien rempli son rôle pour le coup. Du coup il y avait 800 000 viewers, je me suis retrouvé avec Dwagby qui me dit Romain écoute j'ai entièrement confiance en toi, on a hyper bien matché. Donc ça il me le dit en off bien évidemment pendant la course. Il me dit je vais devoir descendre au podium, donc je te confie à toi les rênes du live. What? Ok donc moi je gère des lives avec 100 viewers, 200 viewers, 300, allez le plus que j'ai fait c'était 1500, 1700 viewers. Donc là je me retrouve avec un live qui a battu un record de France, 5ème plus gros live mondial. Bref, moment historique, trop cool à vivre. En fait, ce qui était fou, c'est vraiment se dire qu'on fait partie d'un moment historique. Est-ce que vous avez une idée du coût global de l'événement? Je crois que Squeezie a communiqué sur 3 millions. Je crois qu'il a communiqué entre 3 et 3,5. Les infos que j'ai, ça peut même être plus proche du 4 que du 3. Je sais pas du tout. J'ai aucune information pour savoir si ça a été rentabilisé ou pas. Il y a eu énormément de sponsors. Déjà, s'il y a un équilibre, c'est fou. Mais j'ai envie de te dire, je pense que c'est surtout de l'image qui a été faite. Même si l'événement a coûté de l'argent, en termes d'image pour Squeezie, c'est top. Les gars, je vous propose qu'on rentre dans le vif du classement. Du coup, on va prendre pilote par pilote. Et vous allez voir, on a aussi fait un truc qui est sympa. Parce que si on va dans les résultats, vous voyez, on a récupéré les chronos officiels. Vous n'avez pas eu accès à ces données-là. Donc là, on a vraiment été fouillé pour récupérer ces données-là qui sont trop top. On va commencer avec Villebrequin, Pierre de chez Villebrequin. Le résultat de Pierre en qualification. En Q1 il fait 47,9, il se qualifie pour la Q2. En Q2 il fait 48,0, il se qualifie pour la Q3. En Q3 il fait 45,6. Et que ce soit Pierre comme Sylvain, ils ont eu la même technique, la même intelligence de course. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'il y avait suffisamment de gap avec les autres pilotes, si tu veux, ceux qui étaient derrière en termes de performance, pour économiser leurs pneus. Tout le monde est parti avec des pneus neufs sur la Q1, donc pneus neufs pour tout le monde, et ces pneus là tu les emmenais pour Q1, potentiellement Q2 si t'es qualifié, Q3 et après pour la course. Donc c'était ce même train de pneus qu'ils allaient emmener sur tout le long du meeting. Donc le plus tu les préservais, le plus ils allaient être performants pour la course pour faire un résultat. Donc 45,6 en Q3, ce qui le qualifie à la 5ème place générale comme on peut le voir, derrière Prime, devant Squeezie. Il s'est passé pas mal de choses pour Pierre, puisqu'il s'est retrouvé rapidement à se battre avec Prime. On s'attendait pas à ça, mais il y a une belle bataille avec Prime. Il a même poussé Prime à la faute, il fait un beau dépassement sur Prime, et je pense même qu'on va pouvoir aller revoir ce dépassement. Donc là il y a Prime qui vient freiner à l'intérieur, qui tente une attaque sur Etienne. Ça part de trop loin, du coup ça l'handicape un peu sur sa sortie. Et Pierre du coup ça va lui permettre de réaccélérer plus tôt et de se placer dans l'aileron arrière de Prime. Là il va se décaler sur Prime. Et alors là Pierre il fait une super attaque. Et du coup Prime il se loupe un peu, il va tout droit, il bloque les pneus. Et Pierre il passe à l'intérieur. Pierre à ce moment là il passe P4 de la course avec une belle attaque en ayant poussé Prime à la faute. Et après il y a eu un deuxième moment chaud dans la course de Pierre. Donc voilà, là c'est tous les trois. Donc c'est Pierre, Le Bouzeux et Xari qui ont fait un petit freeride qui était genre vraiment très serré. Et du coup il y a une très belle bataille tous les trois entre Xari, Pierre Chabrier et Le Bouzeux. Donc là le Bouzeux était passé sur Pierre, Pierre il a retenté à l'intérieur, il a refait un beau dépassement exactement où il avait dépassé Prime. Et c'est là où il va y avoir un freeride. Là c'était vraiment très joli, tu vois, il y a une vraie belle action de course. Et ce qui était cool c'est que c'était fair play, où les gens se laissaient la place, tu vois. Et du coup là, t'as Xari qui prend l'aspi sur le Bouzeux, t'as Pierre qui est à droite. Et c'est là, t'as un freeride qui est magnifique. Franchement, les gars, c'est des pilotes amateurs qui sont là. Les mecs, c'est des youtubeurs ou des streamers. Et t'as un petit freeride comme dans les plus belles courses automobiles quoi. Donc là t'as Xari à l'intérieur mais qui se dit ok les gars si je reste là j'accroche tout le monde. Le Bouzeux finalement va freiner un peu plus tard.
Alors que le Bouzeux était en retard là, tu vois, en termes de voiture il était en retard, mais au final il va faire un freinage plus tard, il va garder plus de vitesse, tout le monde va être un peu fair play. Du coup Xari a bien freiné et Pierre passe en deuxième sur cette action là. Donc il y a eu vraiment une très belle action, ça fait vraiment partie des très belles actions de course qu'il y a eu pendant le Grand Prix. Donc là, Xari un peu large, ça bouge, donc il reprend l'accès j'imagine. Il reprend l'accès alors qu'il est plus sur la piste, il y a moins d'adhérence, du coup ça part en spin. Et là Pierre, et ben le crash. Ça vient, ça crash. Donc le spin et le crash. Et j'en ai discuté un peu avec Pierre. Parce que, donc voilà, devant, Xari un peu à l'extérieur. Déjà en survirage, ça réaccélère. Et là Pierre il sait pas trop aller. Pour moi ça c'est un accrochage qui était évitable. Dans le sens où là, tu vois à ce moment là, pile poil, Xari est déjà en perdition. Donc là à la place de Pierre il aurait dû vachement se méfier sur ce qui allait se passer. Parce que là t'anticipes vraiment que Xari termine en tête à queue, tu vois au minimum. Au départ il va à droite, il prend sa trage. Puis après il décide d'aller à gauche. Puis après il revient à droite. Donc tu vois d'abord il va à droite. Là il décide d'aller à gauche. Et puis en fait, il décide après d'aller à droite. Tu vois? Et en fait, ce comportement-là, un pilote pro, ce qu'il aurait fait, c'est que bah, il aurait anticipé que Xari parte en tête à queue, la voiture a reculé, tu gardes ta trajectoire, tu prends plus intérieur, tu ralentis un petit peu, et en fait, l'accident était évitable. Là, je pense que Pierre, il est un petit peu stressé. Et voilà, du coup, ça pour dire que Pierre, il a eu une course qui a été mouvementée avec des beaux dépassements et un accident. Et de toute façon, il fallait bien que quelqu'un chez Villebrequin se charge de respecter la tradition et de péter la voiture. Et du coup, bah effectivement, la voiture est pétée. Réellement, ce qu'il a fait, c'était pas mal en qualif. Il pouvait se diriger vers une belle 5ème position, 4ème position peut-être en course, avec des belles batailles. Donc ça se voit entre 4ème, 5ème, 6ème. Mais le petit accrochage qui vient tarnir un petit peu le bilan global. Et du coup, moi, Pierre, je le mettrais dans bah alors. Il aurait pu être candidat à l'élection du plus beau dépassement aussi. Et dites-moi, vous me direz à la fin si vous mettez aussi dans le candidat dans le plus beau dépassement. L'équipage Villebrequin, l'équipage NordVPN était le plus homogène. C'est-à-dire que si Pierre avait été au bout de la course, ils auraient remporté le titre par équipe. Avec facilité pour le coup. On va parler de Xari. 45,5 comme meilleur chrono en Q2. Qualifié pour la Q3, mais en Q3 il sort un moins bon chrono. Donc il fait un 46,0 en Q1, un 45,4 en Q2 et un 46,5 en Q3. Donc s'il avait réitéré son chrono de 45,4, ça aurait pu le mettre P5 pour la Q3. En course, il s'est bien amélioré puisque son meilleur chrono en course a été de 1,44,4. Donc il améliore son chrono en course, avec des pneus plus usés. Donc c'est là aussi où on voit que c'est pas des pilotes professionnels, parce que vraiment tu vas moins vite en course qu'en qualif. Mais là en fait ils ont tellement à gagner en termes d'expérience, en termes de confiance, que pour beaucoup ça allait plus vite en course qu'en qualif, malgré la dégradation des pneus. Malheureusement, il y a l'accrochage avec Pierre Chabrier qu'on vient de voir. Il a calé, il s'est retrouvé accroché, pour lui c'était terminé, la voiture était morte, etc. Mais en fait la voiture avait pas grand chose. La voiture de Pierre, elle, a été endommagée, mais la voiture de Xari, elle avait pas grand chose. Donc s'il aurait pu avoir le réflexe de redémarrer la voiture, de repartir, il aurait pu terminer la course. Ça termine dans bah alors, parce que le potentiel était là, le spin était évitable, l'accrochage du coup était évitable, même s'il subit l'accrochage et qu'il peut rien. Le spin et l'action étaient évitables, donc c'est pour ça un peu déçu. Ça pouvait terminer dans le top 5 et finalement ça termine à la 21ème place, donc bah alors par rapport aux prédictions. Ensuite on va avoir Joyka. Encore une fois beaucoup de choses à dire sur Joyka, donc on va prendre un petit peu de temps sur Joyka. En qualif ça roulait pas mal, hein, une 53,2 en Q1, ce qui le qualifie pour la Q2. Et en Q2 ça fait 53,5, donc ça améliore pas. Mais surtout ce qui se passe avec Joyka, et vous l'avez vu, Joyka nous a fait une belle frayeur en direct. Ce qui était rassurant, c'est qu'on l'a vu rebouger tout de suite. Et donc Joyka c'était vraiment le gros crash de l'événement. Pour moi ce qui se passe, il y a plusieurs phénomènes. On est sur des œufs hein, dans ce virage là. C'est un virage, c'est la courbe d'un lope. Elle a fait peur à beaucoup de monde, notamment à Gotaga qui s'est fait piéger ici, à Domingo qui s'est fait piéger ici. Il y a eu beaucoup de spin de manière générale ici. Et en fait souvent ça s'est bien terminé. Ça s'est terminé soit dans le bac, soit sur la piste, en tout cas en tête à queue, mais jamais dans le mur. Et là c'est la première fois que ça termine dans le mur et ça tape de manière très violente. Il rentre à fond dans un lope et regardez à son volant. Il est encore braqué. Et là regardez, là il est encore beaucoup trop braqué. C'est-à-dire que la voiture là est beaucoup trop en appui. Et au lieu de remettre le volant droit, tu vois en fait à ce moment là il reste braqué. Donc au lieu d'avoir le volant droit et de débraquer son volant au fur et à mesure, il reste très braqué à fond. Et regardez là à ce moment là, alors qu'il est droit, qu'il devrait avoir le volant droit, il est encore braqué.
Donc là ça peut pas fonctionner. Avec la vitesse qu'il y a, les pneus sont pas forcément tout à fait chauds. Également parce qu'on est sur de la Q2, donc il remettait les pneus en température entre la pause de la Q1 et la Q2. Et là grosso modo, trop de volants à ce moment-là, et de toute façon on le voit très clairement hein, sur le screen, là faut plus avoir autant de volants. Donc là bah sur virage, il perd l'arrière, donc sur virage, il perd l'arrière, ça part en tête à queue, trop de temps de réaction sur le contre-braquage. Encore une fois ça je pense qu'un pilote pro aurait senti l'arrière de la voiture qui dérape, il aurait pu remettre le volant droit et contre-braquer pour attraper la voiture. On est sur des pilotes amateurs donc il n'a pas senti que l'arrière glissait. Le temps qu'il a rattrapé de contre-braquer c'est trop tard, il perd la voiture et à partir de ce moment là il est passager. Là il peut plus rien faire. Ça a tapé une première fois, une deuxième fois. Il y a eu un vrai gros choc et après il a tapé le panneau qui était un peu moins gros. Alors que là je peux te dire que tous les autres pilotes qui ont vu ça en direct, bah ça va les calmer après pour la Q3. Une fois que tu sais que le pilote va bien, tu peux passer sur autre chose et parler justement de l'aspect sportif et de l'état de la voiture. Donc à ce moment là on pensait que la voiture vraiment allait pas repartir et il y a eu un énorme taf de la part des mécaniciens. Donc vraiment l'histoire est très belle parce que là les mécaniciens ils y vont à fond. Il faut rappeler que les mécaniciens ce sont des élèves mécaniciens, ce ne sont pas des mécaniciens professionnels, ils sont vraiment en formation comme les pilotes qui font cette discipline là. Donc vraiment je leur tire à nouveau mon chapeau, bravo à vous et l'histoire est belle puisque Joka retourne en piste suite à ça. Après, on va voir qu'au niveau des chronos, ça a forcément influé sur son moral. En Q1 et en Q2, il nous sort un petit 53.2, 53.5. En course, il part 12ème. Et par contre, en résultat final, le résultat final, c'est que Joka, il termine à la 20ème position avec un meilleur tour en 2.01 au 13e, qui fait au 13e tour. Donc autant te dire que là il roulait 8 secondes en dessous les chronos qu'il avait fait en qualification. Il avait plus aucune confiance en lui. Et je comprends, hein, je l'accable pas du tout. Moi je vous décris juste sportivement ce qui s'est passé. C'est que grosso modo le mec a eu un énorme crash. Sa confiance était détruite. Et déjà c'est vraiment un gros coup de chapeau parce que le mec est remonté dans la voiture. On t'espérait beaucoup plus haut, il s'est passé ce qui s'est passé et du coup bah ça finit dans un petit bah alors. Du coup on arrive sur Dojna, Dojna qu'on avait classé dans Rookie sur les premières prédictions. On avait je pense raison, Dojna que j'ai reçu en coaching sur la chaîne. On a fait une vidéo ensemble justement où j'ai interviewé, elle nous a parlé un petit peu de son blocage psychologique qu'elle a eu et où du coup j'ai coaché pour essayer de lui refaire un peu prendre confiance. Et l'objectif de Dojna c'était d'aller au bout de la course. Du coup, Dojna, si on étudie un petit peu le classement, en qualif, ça sort un 2.06.3. Je pense que ce qui se passe en qualif en Q1, c'est qu'elle n'arrive pas du tout à faire chauffer les pneus. Du coup, un chrono qui est à 23 secondes du meilleur chrono de la séance qui était celui de Depiello. Par contre, Dojna, en course, elle nous sort un 1.56. Je ne sais pas où elle va le chercher, mais elle gagne 10 secondes par rapport à son tour des qualifications. Petit coup de chapeau, ça retrouve la confiance en course et surtout bah, Dojna elle va au bout. Elle termine pas dernière parce que elle sort pas la voiture, elle profite des différents faits de course, des différents accrochages de Pierre, de Xari, de ce qui s'est passé avec Joka, et Dojna termine à une très belle 19ème place pour quelqu'un qui était en stress monumental et qui était même pas sûr de participer à la course. Par rapport à ce qu'on espérait, honnêtement c'était assez semblable. Donc Dojna qui était rookie, statu quo. Ensuite, prochain pilote, Sofiane. Et on va aller relativement vite parce que bah forcément Sofiane, il a pris le train en marche. Alors Sofiane déjà, j'adore ton contenu, j'adore ce que tu fais. Tes vidéos elles sont exceptionnelles. Moi qui aime beaucoup le cinéma, j'aime vraiment beaucoup ce que tu fais. Et d'ailleurs la vidéo qui a sorti de sa préparation au Grand Prix Explorer, les gars, je vous invite vraiment à aller la voir. Elle est exceptionnelle. Sofiane, il nous sort une 56.7 en Q1, éliminé sur la Q1, donc il part 19ème en course, et du coup en course il nous sort une 56.8. Donc pas de progression pour Sofiane entre la qualification et la course. Je pense vraiment qu'il était dans sa zone de confort. Donc Sofiane pour une première avec une formation accélérée etc. C'est très bien ce qu'il a fait. Et du coup bah, j'ai envie de te dire un peu, on va le mettre dans statu quo. Même si on n'est pas noté, mais juste pour le casser. Et félicitations à toi. Prochain pilote, on va étudier Prime. Prime les gars, il y a beaucoup de choses à dire. Ça termine à la 17ème position. Mais on peut pas résumer les choses comme ça. Pour résumer Prime, il faut aller voir dans résultats qualification. Une P4 en qualif, il se qualifie pour la Q3. Donc ça sort un 44.6 en Q1, un 45.6 en Q2, c'est un peu moins rapide, un 44.1 en Q3 où il fait son meilleur chrono absolu en Q3. Et si on voit en course, son meilleur chrono, ça a été 43.7. Donc, comment analyser ça? Déjà,
on va être clair, c'est celui qui a eu la plus grosse progression. C'est-à-dire que c'est vraiment Prime, il partait de nulle part, il avait juste fait du kart si tu veux, et il a eu une énorme progression et c'est ici à un niveau de performance qui est vraiment pas déconnant. Félicitations à lui, aucune appréhension, très à l'aise avec les limites de la voiture. C'est un mec qui se pose pas trop de questions, donc il va au bout, il dépasse ses limites, il va jouer justement avec les limites de la voiture. Et du coup Prime, ce qui lui manquait c'était la technique, il le sait, je lui ai dit, on s'est vu après la course, on a échangé ensemble, de toute façon ça lui a été répété également par Denis, mais Prime c'est quelqu'un qui naturellement va avoir de la vitesse, et juste cette vitesse il faut qu'on la prenne et qu'on la cadre. Et le problème c'est que ça manquait de technique, ça manquait d'encadrement, et il faisait un peu trop qu'à sa tête. C'était en mode ça passe ou ça casse. Et très clairement, bah, cette fois-ci, ça a cassé. Donc c'est soit le podium, soit le bac à gravier. Il n'y avait pas d'alternative pour Prime. À l'avenir, on va essayer de faire des choses ensemble. Apparemment, on lui a fait des propositions pour qu'il continue de piloter dans d'autres championnats à l'avenir. Donc avoir Prime de nouveau au volant d'une voiture de course, c'est pas impossible. N'a pas fait fou, effectivement. Prime, il n'a pas fait fou. On s'attendait, moi le premier, à ce que le premier turn ce soit le crash, etc. Et que ce soit dans la bataille avec Pierre Chabrier ou au départ de la course. Prime, il a pas du tout fait le fou. Et au contraire, il a été assez prudent. C'est même Étienne Moustache qui coupe le premier virage. Prime, il reste dans la limite de course. Il fait aucune dinguerie. Et en vrai, bah tu vois, entre l'image qui montre de lui et qui fait transparaître et réellement comment il s'est comporté en termes de respect avec les autres, mais réellement il a été hyper fair play. Prime Leclerc, ça part dans... Ah oui quand même hein. Prochain pilote, Domingo. Domingo il nous sort un 1.58.8 en qualif, ce qui le place avant-dernier. Et en course, il remonte à la 16e position avec un 1.56.7. Donc il a meilleur de 2 secondes son chrono en course par rapport au qualif. Et Domingo faisait partie de la trinité Joyka, Gotaga, Domingo à avoir extrêmement peur dans la courbe d'un lobe. Donc Domingo, mentalement, ça a été très compliqué pour lui parce que depuis qu'il a perdu la voiture dans Dunlop, bah en fait tout l'enjeu c'était de retrouver la confiance. Il est compétiteur, il fait beaucoup d'épreuves sportives, etc. Donc Domingo, je pense qu'il a été déçu de ne pas être plus haut que ça. Mais voilà, il s'est confronté à ce que c'est que les sensations de rouler à des 100 km/h dans une voiture de course. Par rapport à là où on l'attendait, on l'avait mis dans Rookie. Du coup, bah pas de suspense, ça termine dans Rookie également. Ensuite, Seb, permis récent, aucune expérience. Seb, en qualification, il nous sort un 1.54.7, ce qui le met à la 18ème place. Et en course, pas d'amélioration. Il termine à la 15ème place avec un 1.54.7, donc il fait exactement le même chrono. Seb qui a kiffé sa participation, on l'avait mis en rookie, ça va dans le statu quo. Prochain pilote, Amixem. Amixem je le connaissais pas, et en fait je sais que Maxime, il avait vu ma vidéo où je disais qui va gagner le Grand Prix Explorer. On déjà mis Amixem dans sûrement entendu ça peut passer. Et en fait je m'étais basé, j'avais pas beaucoup de contenu sur lui parce que dans le sens où il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas d'onboard, il n'y avait rien. Quand j'ai rencontré il m'a dit Romain j'ai vu la vidéo que tu as fait sur moi. Par contre très clairement tu m'as surestimé, tu m'as surévalué. Alors en motivation tu as mis 90 mais effectivement je suis grave motivé. Par contre en expérience c'était chaud. Bon après en expérience j'ai pas mis très haut, hein, j'ai mis 65 tu vois. Et oui il a fait une très belle vidéo aussi Maxime, et surtout une vidéo où il met énormément en avant Etienne, et je pense que c'est ça qui était cool sur la participation de Maxime, c'est que Maxime bah évidemment c'était pas le meilleur pilote du plateau, et il a surtout énormément poussé pour mettre en avant Etienne qui lui se battait pour le podium, pour le top 3. Du coup sur un point de vue sportif, bah Mixem il nous sort un 1.57.3 qui est pas brillant en Q1 vu que ça le met 20ème sur 22 pilotes, et en course il nous sort une belle remontée vu qu'il vient à la 14ème place et qu'il fait un 1.54. Donc pour le coup il gagne 3 secondes entre son chrono en qualif et son chrono en course. Donc belle progression. Si on doit le classer, je l'avais surestimé, mais finalement en le surestimant il est là où je l'attendais. Donc honnêtement, pour moi c'est statu quo. Il a vraiment bien progressé. Prochain pilote, Catsup que j'ai coaché avec Dejna sur circuit. Catsup qui a fait une très belle participation au Grand Prix Explorer, qui avait très peu d'appréhension de manière globale. Et du coup, Catsup, elle nous sort un qualification en Q2, donc un très beau 1.50.9 en Q1. Et donc si elle avait répété son 1.50.9, en Q2, elle aurait même pu être qualifiée pour la Q3. Tu vois, elle aurait été ici, elle aurait pu sortir le 8ème chrono.
Donc Katsup elle nous sort un 1.50.9 en Q1, par contre elle se foire en Q2 et je sais pas pourquoi. Piégée par le red flag apparemment. Du coup 56.7 elle arrive pas à améliorer son chrono et du coup bloquée à la porte de la Q3. Ça part 13, ça finit 13. Alors elle s'est fait dépasser par certaines personnes comme Théo Babac etc. Elle a profité aussi un peu d'effet de course avec les accrochages qu'il y a pu avoir devant. Et du coup Katsup on l'a mis dans Rookie. Et finalement, elle a fait mieux qu'espéré. Donc j'ai envie de te dire, elle aurait pu être dans la Q3. Elle mérite sa place dans Away quand même par rapport à là où j'avais situé la première fois. J'avais mise en rookie, donc Away quand même. Et mérité pour Katsup. Théo Babac. Alors Théo Babac, on n'avait pas pu dire grand chose sur lui sur la première vidéo. On l'avait mis dans le peloton. On avait mis des notations un petit peu random. Et si on regarde ce qu'il a fait, il nous sort un 1.54.5 en qualif. C'est le premier éliminé, donc le premier à pas passer en Q2. Il est à la 17ème position. Et en course, il nous sort une belle 12ème place. Ça profite des faits de course devant, des différents accrochages, différents bacs à gravier, etc. Donc il fait une course sage, il évite les incidents. Ça fait une 53.2, donc il améliore son chrono en course. Donc il fait une course qui est solide. Et bravo à lui qui reste en dehors de tous les différents faits de course. Félicitations d'avoir été au bout, félicitations de ne pas avoir commis d'erreur. Et du coup, félicitations d'aller dans statu quo, que tu respectes dans le peloton les prédictions qu'on avait sur la première vidéo. Prochain pilote, Gotaga. En qualification, le Gotaga, il nous sort une P16, premier qualifié en Q2, une 53.3. Par contre, il se foire en Q2, je pense piégé également par drapeau rouge, puis drapeau jaune, avec un 2.00. Donc avec son chrono, une 53.3, s'il avait répété, il aurait pu se retrouver à la 11ème place. Sauf que là, petite contre-perf, il se retrouve à la 16ème place. En course, ça remonte, bah voilà, ça remonte P11, ça remonte à la place à laquelle il aurait pu prétendre en qualification, en profitant un petit peu des faits de course. Et du coup, Gotaga, il termine à la 11ème place avec un beau chrono de 1.50.6, sachant qu'il avait fait un 1.53.3 pour meilleur chrono en qualification. Et du coup, Gotaga, j'avais mis rookie, honnêtement, il a fait mieux que ce que je pensais, vu qu'il termine une belle P11 avec des chronos. Donc Gotaga, il mérite sa place dans Away quand même. On arrive au top 10. Dobby, qu'on avait mis dans le peloton. Dobby qui nous sort P9 en qualif en ayant rejoint la Q3, donc une 52.5 en Q1, une 52.2 en Q2, ce qui va être son meilleur chrono en qualif, et un 1.54.0 en Q3, il n'arrive pas à reproduire son meilleur chrono. Quoi qu'il arrive, même s'il avait fait un 52.2 à nouveau, bah, il se sera retrouvé avec une place de mieux simplement. Et en course, P10, donc ça recule, ça améliore le chrono par contre, ça améliore bien le chrono, vu qu'il fait un 49.5. Par contre, ça recule en course malgré les accrochages devant. Il y a Manon, il y a Bibi, il y a Valouz qui l'ont doublé en course, ce qui fait que malgré les accrochages qu'il y a pu avoir, il rétrograde d'une place. Ce qui nous fait que Dobby on l'a mis dans le peloton, statu quo, c'est dans le peloton, ça bouge pas. Alors Bibi, j'avais sous-estimé, mais dans le sens où j'avais quasiment aucune information sur Bibi, donc il fallait bien mettre des choses vu qu'il n'y avait aucune information. Et Bibi il a fait des trucs qui étaient vraiment pas mal. Un P11 en qualif avec un 52.3 en Q1, 53.5 en Q2. S'il avait refait son chrono de Q1 en Q2, il aurait été qualifié pour la Q3. Malheureusement, il sort pas sur le chrono, il perd une seconde entre la Q1 et la Q2, ce qui le qualifie aux portes de la Q3 à 11ème position. Et en course, Bibi, il gagne 2 positions, donc il profite des différents accrochages devant. Et il fait un beau 1.48.5, donc il améliore son chrono. Et il améliore bien son chrono d'ailleurs, donc belle progression, et il termine à la 9ème position. Il a plutôt géré, malheureusement il fait pas la qualif qu'il aurait pu faire. Moi j'avais mis dans Rookie, il a largement dépassé les attentes que j'avais mis en lui, donc je le mets dans Away. On arrive sur Manon. Manon, la meilleure représentante féminine. Manon en qualif, elle nous sort P10 qualifiée pour la Q3. Une 52.3 en Q1, une 50.2 en Q2, une 54.1 en Q3. Dommage, elle arrive pas, elle fait son moins bon chrono en Q3, ce qui est dommage. Son 1.50.2 en Q2 aurait pu la qualifier à la P8, mais là elle a fait une P10, donc pas très loin de sa position optimale. Et du coup Manon en course P8, problème d'épaule. Bah j'ai pas suivi qu'elle a un problème d'épaule, donc bah écoute, félicitations à elle d'avoir été au bout malgré son problème d'épaule. Et du coup Manon on l'avait mis dans le peloton, et en vrai bah elle a fait même mieux, puisqu'elle est dans le top 10, malgré l'accrochage. Mais quand même, vu qu'elle a été blessée, bah sa perf mérite une petite place dans Away
quand même. JC, si on prend ses résultats en qualification, une 52.5 en Q1, ce qui l'aurait pas qualifié pour la Q3 quoi qu'il arrive, mais en tout cas ça lui permet de se qualifier pour la Q2. En Q2, je pense piégé par le drapeau rouge avec le crash de Joyka. Il aurait pu espérer une place P11 s'il avait réitéré son chrono de 1,52,5. Du coup là il part 15ème. Et du coup en course, JC il nous fait une petite remontada qui l'emmène jusqu'à la 7ème position avec un chrono d'une 49,7. Et alors là c'est très rigolo parce que en plateau, et je sais pas si je vais pouvoir vous retrouver ce moment là. Donc Théodore qui a mis une petite disquette, il tryhard de 15ème, tu vois. Grave, Il m'a dit un peu de pression, un peu de stress en vrai. Je rigole, oui. Mais t'inquiète pas, frère, pour moi, il finit dans les 7 premiers. Ah ouais. Donc Sacha, qui est le pote de JC qui fait un call, il dit il part 15ème, mais t'inquiète, il finit dans les 7 premiers. Et moi, t'as entendu mon petit ah ouais, mais à culpa. Hein, très clairement, ça avait été call, ça avait annoncé P15, P7. Alors évidemment, il y a eu des faits de course, mais JC est resté en dehors de tous les faits de course. Et du coup, moi, à la fin de la course, j'ai été retrouver JC. Et moi, je lui dis, si écoute mec, je suis désolé. En plateau, j'ai dit jamais de ma vie tu feras P7. Donc je m'excuse. Et Sacha était genre devin et t'as effectivement fait P7. Et du coup, JC qui nous sort un petit 1,49,7. Un P15 à P7, c'est une des plus grosses, voire la plus grosse remontée, il me semble. Donc bah GG à lui. Carrément GG. Qu'est-ce qu'on avait dit sur JC? On avait mis dans le peloton. Il a, je pense, réellement mérité sa place dans Ah oui quand même. Parce que Ah oui quand même, bah, tu m'as surpris, t'es passé de P15 à P7. Tu devais partir plus haut en qualif, mais en tout cas t'as vraiment fait le taf en course. Donc félicitations à toi, j'imagine qu'il y a eu de belles bagarres qu'on n'a pas forcément vu à l'image. Mais en tout cas, félicitations. Du coup, prochain candidat, Valouz. Ça nous sort un petit P14, qualifié pour la Q2. Un 49,2 en Q1 avec son chrono, il aurait même pu être qualifié pour la Q3 s'il avait reproduit. Malheureusement, c'est raté en Q2 avec une 57,5. Donc il n'arrive pas à refaire son chrono, j'imagine piégé avec le drapeau rouge. Du coup, ça part loin en course vu que ça part à 14ème position. Et ça finit à une belle remontée vu qu'il gagne 8 places et qui termine à la 6ème position aux portes du top 5 avec un beau 1,48,9. Et alors aussi à noter que la belle performance, la belle remontée de Valouz, ça fait que la team Oscaro remporte le titre écurie. J'avais mis sur un menton ça peut passer. C'est ce qui s'est passé. Donc honnêtement, il n'était pas dans les favoris. Ça roulait quand même à 5 secondes de la tête. 5-6 secondes de la tête. Mais donc il a fait le job. Ça termine aux portes du top 5. Félicitations à toi. Ça va dans le statu quo. Prochain pilote, Squeezie. Alors Squeezie les gars, beaucoup de choses à dire sur Squeezie. P6 en qualif. Une 47,6 en Q1, une 47,9 en Q2, c'est suffisant pour le qualifier parmi les 10 premiers pour la Q3. Il est meilleur de 1 seconde, plus d'une seconde son chrono, donc une 46,3, P6 pour la qualification, ce qui nous sort une belle qualification de la part de Squeezie. En course, ça fait même mieux, puisqu'en course il intègre le top 5 avec une 45,3 en améliorant son chrono. Et alors là, Squeezie, énormément de choses à dire parce que les gars, au niveau de la pression, celui qui avait vraiment le plus de pression, c'était Squeezie. Et c'est exactement ça, dans le chat vous dites il n'avait pas que la course dans la tête, ça a dû jouer un peu je pense. On le faisait intervenir beaucoup dans le live, il prenait la parole. Au départ il voulait pas débuter le live parce qu'il avait trop de pression, il se sentait un peu trop stressé, il voulait pas le faire. Il s'est mis à pleurer, il y a eu un gros shutout puisque juste avant le départ on dépasse les 500 000 viewers. Et là l'émotion prend le dessus, il se met à pleurer, il se met à craquer. On est quelques minutes avant le départ tu vois. Donc honnêtement Squeezie c'était peut-être le mec qui avait légitimement le plus de pression sur tout l'événement. Et malgré ça, le mec il te sort une masterclass. Le mec il te sort une masterclass en se qualifiant P6, en faisant une belle P5 à la régulière. Et franchement, gros coup de chapeau. 100 000 viewers sur sa chaîne, 500 000 viewers, 37 000 dans le public. Les larmes sont réelles de Squeezie. C'est des mois de préparation déjà pour sa performance, mais des années de préparation pour le projet. Là on est quelques minutes avant le départ hein. C'est-à-dire que ça va partir dans pas longtemps après ça hein. Et c'est aujourd'hui qu'on va y arriver au bout. C'est aujourd'hui que tous les efforts vont payer. Certes en termes de perf, mais surtout en termes de boulot, en tant que créateur de contenu. Ce gars-là a fait déjà de très grandes choses, mais continue de nous surprendre. Qu'est-ce que ça va devenir avec les années? Qu'est-ce que ça va devenir? Il faut qu'il garde sa concentration. On est à 12 000.
Là, je peux te dire que dans la tête de Squeezie, il y a... En fait, je pense qu'il est complètement dépassé par les événements, que la pression, il voulait la relâcher après la course. Il pensait pas la relâcher avant la course. Forcément, après avec la hype des 500 000 viewers, de l'ambiance qu'il y avait, du public qui scande son nom, il y a 35 000 personnes à scander son nom, etc. dans les tribunes, l'ambiance, etc. Là, il relâche toute la pression, il craque complètement, les larmes elles sortent. Mais en fait, comment ne pas pleurer? Et je te promets que même déjà revoir ces images, je suis ému pour lui, vraiment, ça me fait vraiment quelque chose. Et en live, en direct, avec l'émotion, la pression qu'il y avait, même moi, sur le plateau, j'ai versé une petite larme. Enfin, j'avais les yeux qui étaient vraiment hyper mouillés parce que l'émotion de dingue. Et moi, derrière ça, je reprends un truc en mode bon, maintenant faut qu'on oublie Squeezie en tant que youtubeur, c'est Squeezie en tant que pilote. Il va falloir se reconcentrer là parce qu'il y a une course à aller chercher, il y a des risques à prendre et tout. J'avais un petit peu ce rôle là qui était un peu chelou, mais c'est vrai que putain, l'effort mental qu'il a fait à ce moment là, c'est incroyable. Vraiment de te remobiliser et de dire je vais faire la course après. Et je pense qu'effectivement ça lui a peut-être permis un peu de relâcher la pression et limite de plus profiter pendant la course. Du coup, Squeezos, on l'a mis en embuscade. Honnêtement, statu quo, il était là en embuscade, il termine sur P5. Et en vrai, j'ai même envie de mettre dans ah ouais quand même, parce que ah ouais quand même frère, t'as géré la pression de manière absolue quoi. Donc allez, ça file dans ah ouais quand même. Donc le bouseux, le copain, le bouseux, le Romain, déjà il a un très joli prénom. Le bouseux qui était sur le papier l'un de ceux qui avait le plus d'expérience, qu'il a montré. Du coup, on attendait beaucoup de sa part, et il a respecté les attentes qu'on avait en lui. Ce qui nous fait qu'en qualif, il nous sort une contre-perf quand même. On va pas se mentir. C'est-à-dire qu'en Q1, il nous sort un 1.45.2. Non, c'est en Q3 qui crache, pardon. Mais en 45.2, en 45.9 en Q2, donc il passe en Q3. Et en Q3, le 1.52.4 avec le crash, le drapeau rouge et le bac à gravier pour Bouzy qui a dû un peu trop pousser. Je sais pas exactement l'erreur qu'il a fait. On l'a pas vu à l'écran. On n'a pas vu la caméra embarquée pour analyser. Mais du coup, le bouseux, donc ça partait pas à sa place parce que réellement, il avait le rythme pour partir 5ème. 4ème ou 5ème, tu vois, c'était à peu près sa place, je pense qu'il aurait pu pas partir là. Sauf que là, il se retrouve pas à sa place, il se retrouve 8ème. Ce qui nous fait qu'en course, il nous fait une très belle course. Il profite également des faits de course, il fait une très belle bataille, la bataille qu'on a vue tout à l'heure avec Pierre Chabrier et Xari. Il gagne d'ailleurs comme bataille pour terminer devant. Très belle course le bouseux, il améliore son chrono avec une 43.6. D'ailleurs en chrono, tu vois, donc il y a Prime qui fait une 43.7, lui fait une 43.6, là Xari une 44.6. Donc en rythme de course, il y avait vraiment le 1, 2, 3, 4ème meilleur rythme de course P4 mérité. Il finit à sa place. Très belle course du bouseux. Il lui manquait un petit peu de rythme pour aller jouer le podium, puisque Etienne était quand même sur un autre rythme. Et d'ailleurs on le voit avec l'écart qu'il y a entre le P3 et le P4 malgré le safety car. Donc le bouseux, félicitations à lui. J'ai été voir pareil à la fin de l'événement et il était très content. Il est très content d'avoir fait sa bataille avec Pierre et Xari. Il était très content d'avoir terminé P4, donc moi très content pour lui. On l'attendait devant en embuscade, il a répondu présent, statu quo, c'est mérité. Ça, il rejoint son pote Valouz en embuscade. Ensuite, on arrive sur le podium, mesdames et messieurs. Installez-vous bien confortablement, on pète le million de viewers à ce moment-là. Etienne, ça va être assez simple, parce que Etienne, il est exactement à sa place. On va commencer par ce qui fâche. C'est que Etienne, c'est peut-être celui qui a le moins progressé. Dans les premières séances, parfois, il se retrouvait premier. Entre Sylvain Despiello et Etienne, c'est peut-être celui qui a le plus stagné, tandis que Sylvain et Despiello ont progressé, ce qui explique après l'écart en termes de performance, et ce qui explique qu'Etienne n'a pu finalement que jouer la P3 et pas se battre pour la victoire. Et donc Etienne, il nous sort un petit 1.43.6 en qualification. En Q3, donc ça améliore d'une seconde à chaque fois, 45.5 en Q1, 44.5 en Q2, 1.43.6 en Q3. Donc ce qui le place légitimement à la 3ème position. Et du coup en course, statu quo, P3, il améliore son chrono encore. Il a gagné une seconde à chaque fois qu'il a roulé, Etienne, sur la journée. 1.42.8, donc très beau chrono 1.42. Donc Etienne, il mérite amplement sa place sur le podium. Grande félicitations à lui. Je sais qu'il est ravi de ce podium au Mans. À vivre, ça va être quelque chose de fou de faire un podium au Mans sur le vrai podium des 24 heures de Mans devant 37 000 spectateurs en live avec une ambiance de ouf, avec la grille qui est pleine de monde à craquer. Honnêtement, je suis très content pour Etienne que je connais dans la vie, avec qui on a passé des très bons moments. Et du coup, Etienne, encore une fois, grande félicitations à toi. Tu peux être très fier de ta P3. Et effectivement, du coup, il a manqué juste un petit peu de progression par rapport à Sylvain et Despiello pour aller pouvoir se battre pour le podium. Cœur, pareil,
cœur de ouf sur toi, très content que tu aies eu l'occasion de vivre ce moment-là, de participer, de faire ce podium, d'aller au bout. Donc Etienne, on l'avait mis sur le podium, il a respecté ça, statu quo. Prochain pilote, Despiello. Mon petit PO, mais je ne serai pas objectif parce que PO c'est avant tout un pote. Mais en même temps, il y a des choses à dire qui n'ont pas été sur PO. Alors déjà, on va commencer par le commencement. Hein. On va rendre à César ce qui appartient à César. Résultat qualification. Pole position, les gars, avec la manière. C'est-à-dire que, et là même on va pouvoir parler un petit peu des deux, de Despiello et de Sylvain. Despiello qui nous sort un 1.43.6 en Q1, une 43.090 en Q2 et un 1.41.958 en Q3. Premier pilote sur les 6 mois d'entraînement à passer sous la barre des 42. C'est le premier à le faire. Jusqu'à ce moment-là, personne ne l'avait fait. Donc c'est le premier à le faire. Et surtout, il le fait avec la manière. C'est-à-dire que je vous avais dit que Pierre avait conservé ses pneus. Sylvain a la même stratégie. Du coup, je pense que réellement, ce qui a manqué après à Sylvain, et on y reviendra sur lui, c'était un peu de coup de prise de marque pour la Q3. Mais ce qui a permis à PO d'aller faire un super chrono en Q3. Et surtout, quand PO fait son chrono en Q3, c'est juste après le drapeau rouge du bouseux. Donc avant ça, Sylvain est en P1, est très bien installé en P1, et après le drapeau rouge, ça repart, il reste 2 tours, il reste 2 chronos à effectuer. Despiello part devant Sylvain, ou Sylvain laisse passer Despiello, je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas sur la piste, Sylvain est juste derrière PO, et je peux vous dire qu'il vaut mieux être dans la position du chasseur que du chassé, pour aller taper un chrono. Et du coup, là PO, il se démonte pas, il gère extrêmement bien la pression. Il sort un premier chrono qui est plus vite que celui de Sylvain. Alors que Sylvain est juste à son cul. Hein. Sylvain, il peut copier sa trajectoire, il peut passer là où il veut, etc. Prendre l'aspiration, etc. Il fait un deuxième chrono encore meilleur. Et là, le chrono est en dessous les 42. Ce qui donne la pole position à PO. Qu'est-ce qui a manqué à PO en course? Pour moi, il a manqué 2 choses. C'est-à-dire que ça a manqué de stratégie, dans le sens où la masterclass qu'a fait Sylvain sur la gestion de ses pneus, PO ne l'a pas fait, n'a pas pensé à le faire. Et surtout, il a manqué de hargne et de confiance en lui. Et je pense très clairement, et pour lui avoir posé la question, je lui ai demandé tout à l'heure, je lui ai dit frérot, à ton avis t'as manqué quoi? Il m'a répondu mot pour mot, attends je te cite ce qu'il a dit: des couilles et de lâcher un gigafrein au Dunlop. La délicatesse, la poésie du garçon. Donc en fait il a fait de manière très académique tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il a mis la pression, il s'est montré dans les rétros, il s'est remis derrière, etc. Mais en fait, quand je vous dis qu'il se sous-estime et qu'il réfléchit trop, c'est exactement ce qui s'est passé. Et ouais, il manquait un peu de prime en Despiello, c'est exactement ça. Pour terminer avec PO, grosse masterclass en pole position. J'étais déçu qu'il remporte pas la course parce que pour moi, il avait largement la compétence pour gagner la course. Il s'est pas suffisamment fait confiance. Je pense qu'il s'est mis aussi une grosse pression avec tout le monde qu'il a cassé en tant que favori. Et il lui a manqué voilà, cette extra confiance pour aller faire l'attaque pour la P1. J'espère qu'on va revoir PO dans d'autres voitures de course à l'avenir. Sachant que il se pourrait que je lui ai parlé de faire quelques tours dans la Mercedes AMG GT4 dans un team qui s'appelle Armada Racing. Hein. Donc, mon PO, ça termine dans statu quo. On attendait pour qu'il fasse P1 ou P2. Il fait P1 ou P2. Donc là, les gars, c'est fait. On termine avec le vainqueur de cette première édition du Grand Prix Explorer, donc Sylvain de Villebrequin. Et du coup, Sylvain, on l'avait mis dans les favoris avec Despiello. La bataille qu'ils nous ont offert, elle a été magistrale. Ça a animé toute la course. C'est ce qui a permis aussi, on va pas se mentir, de faire la réussite de cet événement, d'avoir le million de viewers. C'est qu'on a une bataille pour la P1 qui a été oufissime entre Sylvain et PO, ça a été fair play, ça s'est bien bataillé, ça s'est dépassé, redépassé. Sylvain qui fait un bien meilleur départ que PO qui sort P1 au premier virage. Ensuite PO qui met la pression sur Sylvain, Sylvain qui fait une erreur, PO qui s'engouffre. Et après, Sylvain, il va nous sortir un dépassement mais de fou malade. Et ce dépassement, faut qu'on le voit les gars. Du coup Sylvain qui sort mieux de la chicane. Sylvain qui avait en fait bien reconnu. Mais il y avait quand même de la distance, hein. Il y avait quand même de la distance. Hein. Là, ils arrivent sur... Honnêtement, là, grosse coronesse. Il nous a sorti vraiment une masterclass aussi. Je vous laisse action et après on la commente. Sur le virage de la Chapelle, un virage tout en des verts. Oh, il plonge à l'intérieur. Oh, on pourrait parler d'un dive bomb, mais c'est vraiment contrôlé. Du coup, là, s'il vient bien sur l'extérieur, il y a vraiment une voiture d'écart. Hein, ça part de loin. Hein. Sur le virage de... Mais là, je pense que là, PO, il s'écarte. Il fait l'erreur de se décaler et d'ouvrir la porte, très clairement. Et en vrai, je pense que là, PO, dans sa tête, il devait estimer qu'il était à l'abri d'une attaque, alors que pas du tout.
Et du coup, Sylvain il garde l'accélérateur plus longtemps, il freine plus tard. Et PO a tellement laissé ouvert la porte à l'intérieur que il jette ça. Just send it, comme on dit en anglais. Il y a été. Sylvain, il fait un très beau dépassement parce qu'en fait, tu peux te dire, il va freiner tard, il va bloquer les roues, que ce soit, mais en fait, il y va. Et après, la PO, encore une fois, est trop fair play. C'est-à-dire que PO, il aurait pu tasser un peu ou me faire genre qu'il allait refermer un petit peu et rester beaucoup plus intérieur et après en plus ressortir côte-côte. Ils auraient fait tout l'extérieur côte-côte parce qu'en fait, bah là, du coup, il voit Sylvain arriver, il ouvre le volant et Sylvain, il a plus qu'à en profiter pour passer, tu vois. Despiello était meilleur en qualif, mais en course, Sylvain était plus à l'aise, c'est bien résumé. Et surtout qu'en plus, il y avait un truc, c'est que Sylvain, encore une fois, il avait 6-7 tours de moins qu'il y a sur les pneus, bah, c'est ce qui a fait la différence. C'est pour ça qu'en début de course, PO était peut-être un peu plus rapide que Sylvain et c'est pour ça qu'il a vraiment mis la pression au départ. Et une fois que PO était devant, c'était Sylvain qui était plus rapide parce qu'à ce moment-là, les pneus de PO étaient trop usés et les pneus de Sylvain étaient bien mieux que ceux de PO. Donc Sylvain il a une intelligence de course que PO n'a pas eu et surtout Sylvain était beaucoup plus agressif par rapport à PO, c'est ce qui a manqué à PO. Et voilà, donc vraiment grosse félicitations à Sylvain, à Despiello, Sylvain que j'ai été également félicité à la fin, qui était avec sa famille, qui a été très ému, qui a versé pas mal de larmes. Et pareil, Sylvain et Pierre, ils préparent une vidéo en mode Drive to Survive. Donc à suivre, je pense que la vidéo elle va être folle. Je pense qu'il y a une quantité de vidéos folles et encore une fois, ça aide vraiment au sport automobile. Tout ça. Donc moi en tout cas j'ai été très content d'avoir participé à la formation de Sylvain le pilote. Pour vous, qui est la révélation de ce Grand Prix Explorer? Ça dit Prime, Etienne, Zario Dobby. Pour l'instant on ne parle pas du dépassement, uniquement de la révélation. Qui est la révélation? Ok, mais moi les gars, bon, je partage l'avis de la majorité du chat. La progression la plus folle, pour moi la plus incroyable, c'était celle de Prime. Ça manque d'encadrement, mais carrément la progression la plus folle, c'est celle de Prime. Donc je pense qu'on sera d'accord. Les gars, Prime, ça part en révélation. Ça va au crash, à la fin ça va dans le bac. Mais bon, tu connais, de héros à zéro, de zéro à héros, c'est comme tu veux. Ça passe ou ça casse, mais en tout cas, en termes de vue sportif, c'est fou ce qu'il a fait. Ensuite, le plus beau dépassement. C'est parti, c'est parti. Ah, donc les trois de front, ok, Bouzy sur le freeride, Sylvain, Bouzy, ok, Sylvain sur Despiello, j'imagine, Sylvain dernier, le freeride de Bouzeux, Sylvain, ah non mais là je pense qu'en vrai c'est du 50-50 dans le chat. Moi les gars je vais trancher, je vais vous dire ce que moi réellement je pense. Le dépassement de Sylvain était le plus beau dépassement de la course. On les a pas tous vus les dépassements, il y a certaines choses qu'on a manqué, mais encore une fois il faut saluer aussi la qualité de la production audiovisuelle qui a été incroyable pour nous montrer toutes les actions de la course et sur la gestion. Mais en tout cas le plus beau dépassement qu'on a vu en caméra, pour moi c'est le dépassement de Sylvain sur Despiello, parce que c'est le dépassement pour la victoire, parce que il y a un trou de souris et que normalement il dive à un endroit où normalement t'es pas censé y aller alors qu'il y a de l'écart. Le dépassement il est maîtrisé. Il surprend Despiello, il fait peur à Despiello, etc. Le freeride de Le Bouzeux, c'est un très très beau dépassement, j'ai rien à dire dessus. Mais là tu vois qu'en fait les gens, les trois pilotes, y allaient de manière très très prudente. Tu vois, tu sentais vraiment que les trois étaient très prudents et qu'au final, c'est juste le Bouzeux qui a poussé un petit peu plus si tu veux. Et pour moi, en termes sportifs, le dépassement de Sylvain sur Despiello est beaucoup plus impressionnant que le dépassement du Bouzeux, même si, encore une fois, l'action est vraiment très belle d'un point de vue extérieur. Donc, donc on est raccord en fait finalement. Donc voilà un petit peu ce compte rendu global de l'événement. Pour terminer, déjà, pour ceux qui vont être sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne sur YouTube. Si vous me découvrez avec cette vidéo, si vous m'avez découvert dans le live de Squeezie, c'est le moment de vous abonner pour voir un petit peu la suite de mes aventures en sport automobile. Ce qui s'est passé, c'est exceptionnel pour le sport auto. Un grand merci à Squeezie, un grand merci à toutes les équipes de prod, au cast, à Dwagby, à tout le monde qui a fait en sorte également que je sois présent dans cette aventure, et c'était un honneur pour moi que de faire partie de cette aventure. J'espère réellement qu'on vous a fait kiffer. Et après se pose la question d'une édition numéro 2. Et en fait, édition numéro 2, je suis hyper partagé. Et dites-moi ce que vous en pensez sur l'édition numéro 2. Je vois pas comment tu peux faire mieux ou aussi bien. Pour moi, vraiment, les planètes étaient alignées. Alors évidemment, vu le succès, bien évidemment que ça donne envie de faire une deuxième édition. Quel kiff monumental, l'édition 2, je sais pas. D'un point de vue personnel, j'aimerais que ça se fasse. D'un point de vue purement objectif, les gars, c'est quand même prendre un très gros risque si l'édition 2 se fait. Je remercie à nouveau les Furets de m'avoir accompagné. N'hésitez pas si vous voulez faire des comparatifs
d'assurance. Vous avez le lien dans le chat, si vous avez le lien en description pour la vidéo YouTube. Merci pour tous vos messages. J'arrive pas à quitter le live tellement vous êtes des gentils, des petits cœurs. Moi je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Encore merci pour vos messages. Ciao.